Ça commence toujours. Bon, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Bienvenue pour cette deuxième représentation de 12 de notre série de webinaires sur la géologie et le secteur minier. Aujourd'hui, on va aborder les roches et les minéraux, toujours en compagnie de Francine Fallara, experte géologue. Je pense que c'est pas plus besoin d'introduction vraiment que ça. Encore une fois, on plonge dans le vif du sujet. On a un gros deck de présentation PowerPoint et défi particulièrement intéressant aujourd'hui, c'est de vous présenter les roches et les minéraux sans vous ayez une loupe ou que vous puissiez toucher. Donc, sans plus attendre, Francine, je te laisse le plancher. Un gros merci. Donc oui, comme Charles a dit, présenter les roches et les minéraux de façon virtuelle. On va aller chercher ça. Donc, j'ai beaucoup plus de photos que de vidéos cette semaine. Et la semaine passée, c'était plus des concepts abstraits. Donc, roches et minéraux, 2 heures. La première heure, je l'ai vraiment concentrée pour les roches, les types de roches, roches intrusives, volcaniques, sédimentaires, métamorphiques. Deuxième heure, les types de minéraux. Puis là, je me restreins aussi aux roches et minéraux qui sont le plus communs au Québec. Donc, les types de roches. OK. Bon. Les roches sont des... je vais revenir plus tard pour faire vraiment la différence entre roches et minéraux. Mais en général, la définition la plus simple pour les roches, c'est que c'est des masses solides classées en 3 types fondamentaux. Les roches ignées, les roches sédimentaires et les roches métamorphiques. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la roche ignée, c'est reconnu comme la roche primaire, tout part de la roche ignée. Donc, la roche ignée, c'est la première roche qui se forme, d'où peut découler une roche sédimentaire et par la suite, avec des changements physiques ou chimiques, des roches métamorphiques. Donc, pour commencer avec la roche ignée, qui est caractérisée, comme je viens juste de dire, comme la roche primaire, ou connue aussi comme mère de toutes les roches, puisque toutes les roches découlent de la roche ignée. Les roches ignées sont reconnues comme les plus anciens types de roches, sont surtout formées dans des profondeurs de la croûte terrestre. Donc, à chaque fois qu'on va parler de formation en profondeur de croûte terrestre, ça signifie aussi que ce qu'il faut retenir et qu'on va voir tout le long de la leçon, c'est qu'à chaque fois qu'une roche est formée en profondeur, ça signifie que sa solidification est lente. Par la suite, cette roche elle peut être exposée par l'érosion sans problème. Puis les roches ignées sont formées par des magmas, comme on a vu dans la leçon 1. On va voir plus tard, un peu plus tard, on va reprendre un peu la notion du magma. Et les intrusions ignées forment une variété de types de roches. Donc, le magma, c'est quoi? Comme on avait vu dans la leçon 1, c'est une roche en fusion produite par une fusion soit partielle ou totale à l'intérieur de la Terre. Et c'est formé surtout dans des conditions de haute température et de haute pression. À mesure que la roche fond, elle devient moins dense et remonte vers la surface. Donc, le magma qui atteint la surface est appelé une lave, comme on avait vu dans la première leçon. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est magma en profondeur, lave en surface ou subsurface. Ce qu'il faut retenir aussi, en profondeur, formation lente, en surface, formation, cristallisation plus rapide. On verra ça plus tard quand on va parler des textures de roches, ce qui va causer une différence dans les textures de roches qui seront formées soit en profondeur ou en subsurface. Donc, les roches ignées sont divisées en 2 catégories, soit les roches extrusives et intrusives. Par la suite, aussi, on a une nomenclature qui se dit volcanique versus plutonique. Donc, si on commence par extrusive ou volcanique, ça signifie des roches qui se forment à la surface de la Terre. Donc, le meilleur exemple de roche volcanique est un basalte. Une roche intrusive ou plutonique, on va commencer par ça maintenant. Les roches ignées, c'est des roches ignées qui se sont formées en profondeur. Donc, comme j'ai dit auparavant, c'est des roches qui se refroidissent sur de longues périodes de temps, donc développent des
texture et des cristaux différents de ceux des roches extrusives ou volcaniques. Le meilleur exemple ici, ça va être les granites. On reprend la carte géologique du Québec. Les couleurs sont vraiment pour représenter les types de roches. En gros, comment le Québec a séparé ses roches. Les roches intrusives, tout ce qu'on voit de couleurs pastel, rosâtre, fuchsia, magenta. Les roches volcaniques, toutes les teintes vertes, verdâtres. Les roches sédimentaires, les teintes bleues. Et finalement, les roches métamorphiques. Au Québec, ils ont choisi des jaunes foncés, mais ailleurs, dans d'autres provinces où c'est plus peut-être des mauves foncés, des couleurs plus foncées. Bon. Ici, on a peut-être voulu les faire ressortir. Ici, on va revenir après chaque type de roche. Je vais présenter les plus communes présentes au Québec. Donc, j'ai zoomé in pour qu'on puisse voir à peu près notre secteur à nous, Québec, Saguenay, Sept-Îles, le coin de Rimouski, Gaspé, tout ce qui est la province du Supérieur et la sous-province d'Abitibi. Donc, sûrement zoomer in aussi pour que vous voyez l'Abitibi est surtout formée de roches volcano-sédimentaires, ce qu'on appelle volcano-sédimentaires, donc un mélange de roches volcaniques sédimentaires. Dans le coin du Saguenay, Lac-Saint-Jean, ce sont des roches, un mélange entre des roches intrusives métamorphiques. Dans le coin de Sept-Îles, c'est pareil. Donc, les roches ignées les plus communes au Québec, on les voit ici. Je vais en montrer quelques-unes plus en détail. Donc, des impactites au granit, syénite, granitoïde et les tonalites. Notion de roches mafiques, felsiques, on va le voir un peu plus tard, dans les roches mafiques anorthosites, gabbro et pyroxénite. Donc, premier exemple, le granit. Le granit, ça serait la roche ignée felsique la plus commune au Québec. Comme on peut voir ici sur la photo, quand on parle de felsique, on va le voir un peu plus tard en détail, mais felsique veut dire, ça a rapport avec la couleur de la roche et le contenu. Mais surtout la couleur, on peut les voir ici, c'est une couleur, une teinte pâle entre bronze, gris, blanchâtre. Donc ici, une granite, si on va prendre ses caractéristiques, donc roche felsique ignée, intrusive, contient une très haute teneur en silice, d'où sa couleur. Donc les couleurs de granit peuvent varier du rose, rouge, gris ou blanc. Avec quelques minéraux foncés, comme on peut voir ici, qui sont dans la famille des mica. On va les voir plus tard. Les granites sont formés par une cristallisation lente parce qu'elles sont formées sous la surface de la Terre. Et les textures, comme on peut voir ici, les gros grains sont visibles à l'œil nu. Donc, ça va être la grande différence entre les roches intrusives et volcaniques. La syénite est dans la même famille que les granites, mais on la caractérise comme une roche intermédiaire. Donc, si on revient à la couleur du granit, qui est plus pâle, intermédiaire signifie une couleur intermédiaire et en fonction des types de minéraux aussi présents. Donc, encore une roche ignée qui s'est solidifiée lentement dans la croûte d'une manière similaire au granit. Elle a une composition identique au granit, mais la principale différence, c'est la faible quantité de quartz, d'où sa couleur un peu plus sombre, moyennement plus grisâtre. Des nuances plus foncées que les granites. Le gabbro, j'ai fait exprès ici pour montrer justement un exemple d'un felsique intermédiaire et mafique. Le gabbro, encore une roche ignée, mais de catégorie mafique. Mafique, pourquoi? Parce qu'on a encore moins de pourcentage de quartz et la couleur de la roche est encore plus foncée. Donc, le gabbro a une composition identique au basalte, mais la principale différence, encore, c'est les grains grossiers. La texture des grains grossiers est importante pour la différencier entre une roche intrusive et ou volcanique.
Donc, les couleurs du gabbro vont varier de gris, gris foncé, verdâtre à noir, en fonction des minéraux plus sombres. Si on passe aux roches ignées de type extrusive ou volcanique, donc se sont formées à partir de lave, d'une éruption volcanique. Les roches volcaniques et les sédiments peuvent aussi créer une sous-division à partir d'une éruption dans l'air qui s'est appelée une volcanoclastique ou un tuf. Ce sont techniquement des roches sédimentaires, mais elles résultent de la solidification des matériaux d'une éruption volcanique. Donc, le parfait exemple d'un tuf, on voit ici, un tuf va être composé principalement de toutes sortes de fragments qui ont été d'une éruption volcanique et dans une matrice plus fine. Donc, les roches volcaniques et des sédiments créés à partir d'un magma créent une roche qu'on appelle soit une volcanoclastique, clastique voulant dire fragment, ou tuf. Techniquement, ces roches sont aussi dans la catégorie sédimentaire. Donc, on peut avoir toutes sortes de tufs, dépendamment de l'éruption volcanique initiale. Donc, tuf peut contenir des fragments de roches felsiques, intermédiaires, mafiques, et la matrice dépend aussi des particules qui ont fait partie de l'éruption. Ici, c'est pour voir un peu la distribution de ces roches volcaniques. Donc, comme j'ai mentionné au début, tout ce qu'on voit de vert sur la carte, donc principalement en Abitibi et un peu dans la région du Grenville ici. Les roches volcaniques les plus communes au Québec, rhyolite, dacite, basalte et andésite et comatite. Encore ici, je les ai placés de façon dans leur sous-catégorie felsique, intermédiaire amafique et ultramafique. Donc, la rhyolite, une des roches les plus communes volcaniques felsiques au Québec, on verra dans d'autres leçons, la rhyolite, c'est une roche très importante aussi qui est reliée dans beaucoup de gisements de métaux de base, sulfure massif volcanogène. Donc, c'est une roche felsique ignée extrusive. Elle contient une très haute teneur en silice, en quartz, d'où sa couleur très pâle. Couleur qui peut varier de rose à grise, dépendamment des minéraux secondaires qu'on retrouve. Et comme on peut voir ici, petits grains difficiles à observer à l'œil nu. Donc, la rhyolite serait l'équivalent à peu près d'un granit, mais puisque la texture de ces grains est très fin, elle se caractérise tout de suite comme une roche volcanique. C'est la première caractéristique qu'on peut utiliser pour la différencier entre une roche intrusive et volcanique. Le basalte, ici, on pense, ça serait comme on a vu tantôt, ça serait l'équivalent du gabbro. On voit très bien ici que même si elle a à peu près la même couleur que le gabbro, on voit très bien les grains fins non visibles à l'œil nu. Donc, la différence entre le gabbro et la roche volcanique. Le basalte peut cependant être aussi formé de façon extrusive. Dans ce temps-là, on l'appelle un dike intrusif, et de couleur gris verdâtre à grains fins, comme on peut voir ici. La comatite, cette fois, la comatite, c'est plus dans une catégorie qui est ultramafique voulant dire encore plus sombre, encore plus foncé. Ici, on voit l'exemple parfait d'une comatite avec une texture qu'on appelle spinifex. Puisque la coulée de lave a été très rapide, les minéraux se sont formés comme des aiguilles, et c'est une texture qui est typiquement associée aux comatites. Ici, les comatites sont très riches en magnésium, qui contient des minéraux ferromagnésiens, donc la couleur plus foncée. Et ce qu'il faut retenir aussi, tout ce qui est ultramafique a une faible teneur en silice, potassium et en aluminium.
Les roches sédimentaires tombent dans la catégorie roches secondaires, puisqu'ils découlent de la roche mère, les roches ignées. Donc, comme on avait vu dans la première leçon, les roches sédimentaires sont surtout formées par l'accumulation de petits morceaux de roches préexistantes. Ces particules se forment par les dépôts, la consolidation et la solidification qui ont été transportés par des fluides, soit l'eau, la glace et le vent. Deux types de roches sédimentaires basés sur leur source, soit les particules solides, qui sont appelées des particules de détritus, donc exemple des grès, qui sont formées de particules de sable qui proviennent de d'autres roches, ou l'autre exemple serait des schistes qui se forment à partir de particules de boue. Les types de roches sédimentaires chimiques, dans ce temps-là, les sédiments sont formés à partir de matières dissoutes qui sont transportées dans les lacs et les océans. Exemple parfait serait les calcaires qui se forment à partir de précipitations de calcite. Exemple aussi, tout ce qui est évaporation, donc tout ce qui est gypse, tout ce qui est dolomite. La formation des roches sédimentaires, comme on avait vu dans la leçon 1, se forme à partir de processus d'érosion. Donc, processus d'érosion brise les roches en fragments et en petits grains minéraux individuels. Tous ces matériaux sont transportés, triés par les fluides. Les fractions les plus grossières et les plus fines sont naturellement séparées par leur densité. Et ces dépôts se forment en ce qu'on appelle des couches ou des lits, contiennent fréquemment des fossiles, soit des restes de plantes et d'animaux. Les études des dépôts sédimentaires révèlent les caractéristiques des environnements de dépôt au moment où les matériaux se sont accumulés. Ces informations peuvent aider à raconter l'histoire des événements géologiques et des changements climatiques. Donc, ici, à gauche, on voit les roches sédimentaires formées à partir de particules solides et à droite, on voit les roches sédimentaires formées à partir de produits chimiques. Donc, les principales à partir de particules solides sont des shales, des grès, des brèches et des conglomérats, grès en anglais des sandstones. Les roches sédimentaires les plus communes formées à partir de produits chimiques seraient des calcaires fossilifères, des calcaires oolithiques. Calcaire oolitique, c'est formé à partir de coraux, des schertes et des roches formées de sel, soit tout ce qui a rapport avec halite, sylvite, etc. Donc, les plus communes au Québec, on va le voir un peu plus tard. Ici, c'était juste pour remontrer un peu la partie de la leçon 1 pour expliquer les types de dépôts qui peuvent former les roches sédimentaires, donc tout ce qui est gravier provenant des rivières, tout ce qui est sable et gravier provenant des plages. Les types de roches aussi ici formées, ce qu'on comprend aussi, c'est que les roches sédimentaires se forment en lit, comme on peut voir ici par des bancs de grès et de shale, par des fragments, soit les conglomérats, et les schertes ici. Les types de roches sédimentaires au Québec, principalement dans la plateforme du Saint-Laurent ici, l'île d'Anticosti, un tout petit peu autour du Saguenay, un peu autour de la partie Côte-Nord, la partie Est. Quelques, ici, on les voit plus ou moins, mais il y a quand même des bonnes bandes ici en Abitibi-Témiscamingue, Hudson Bay et la partie ici qui longe au nord-est de Chibougamau entre les provinces du Supérieur et du Granville. Les plus communes au Québec sont soit les Waukee, Mudrock, Ardoise, Shell, tout ce qui est les grès, sandstone en anglais,
les calcaires, dolomies, conglomérats et les formations de fer. Donc, je vais en prendre les plus communes. Donc, les shales se brisent en morceaux fins et forment des arêtes vives. On peut voir ici la formation des shales à travers des lits qui se sont superposés avec des matériaux qui ont été ramassés au fur et à mesure. Les shells se forment à partir de différents matériels, puis leurs couleurs peuvent varier de rouge, brun, vert, gris et noir. Les sandstones sont formés à partir de matières minérales, rocheuses ou organiques, qui est surtout réduit en grains de sable. On peut voir ici que la granulométrie est un peu plus grossière que les shells. Des sables qui se sont formés par toutes sortes d'intempéries, transport vers des sites de dépôt par l'action de l'eau, du vent et de la glace. Donc, un shale typique grisâtre. On peut avoir des couleurs variées encore qui peuvent aller vers des nuances un peu plus foncées. Les calcaires se forment dans l'eau. Ce sont des roches typiquement marines, claires, formées dans des conditions chaudes et peu profondes. Ce sont aussi dans la catégorie de roches organiques, composées de coquilles, coraux, algues et débris fécaux, et résultent également par la précipitation du carbonate de calcium dans les eaux de lac et des océans. Donc, calcaire typique ici. Et les conglomérats, encore une roche clastique pour fragments. La différence entre un conglomérat et les tufs présentés auparavant dans la portion de roche volcanique, les clastes ou les fragments sont arrondis, donc ont été transportés de façon plus ou moins longue. Plus qu'un fragment est arrondi, plus qu'on sait qu'il a été transporté sur une plus longue distance. Et un fragment angulaire ou subangulaire est plus près de sa source. Donc, la grosse différence entre un conglomérat et un tuf. La matrice ici entre les clastes est remplie de particules plus petites ou qu'on appelle une matrice ou un ciment, surtout composé ici dans un conglomérat de calcite ou de quartz. Et c'est ce qui va lier les fragments ensemble pour former le conglomérat. Finalement, Banded Iron, j'ai oublié de le traduire, Banded Iron, formation de fer. Formation de fer typique ici. C'est surtout formé à partir d'une réaction chimique qui va combiner le fer et l'oxygène dans les eaux marines et douces. Donc, les oxydes de fer les plus communs ou les plus importants sont l'hématite et la magnétite. La seule différence entre les deux, c'est la concentration en fer et en oxygène. On va passer maintenant aux roches métamorphiques. Donc, les roches métamorphiques se situent aussi comme roches secondaires, puisque formées à partir de roches ignées, roches sédimentaires, oui. Donc, se sont formées à partir de diverses roches mères. La roche ignée, sédimentaire et même métamorphique. Roche métamorphique, métamorphose signifie vraiment un changement de forme. Ça peut être une forme physique et ça peut être une forme aussi chimique. Donc, fait référence au changement dans les roches. Tout ce qui englobe roches métamorphiques, c'est un ajustement minéralogique, chimique et structural. Des roches solides aux conditions physiques et chimiques imposées en profondeur sous la surface. Donc, ce qu'il faut retenir vraiment pour roche métamorphique, c'est tout ce qui peut changer une roche. Les changements dans un environnement vont rendre une roche instable. Exemple, si une roche est profondément enfouie sous la terre, elle peut être exposée à des conditions de température et de pression plus élevées. Exemple de roches métamorphiques importantes sont des ardoises ou des marbres.
Ce métamorphisme se produit généralement sous les ondes de surface et se déroule dans des processus de sédimentation, de compactage et de cimentation. Donc, le métamorphisme se produit lorsqu'une roche est soumise à des conditions différentes de celles où la roche initiale a été formée. Une roche métamorphique, exemple ici, c'est une roche qui était autrefois une roche de forme et qui s'est transformée en une autre roche. Exemple ici, un métachert. C'est aussi une forme de roche qui s'est transformée en une autre sous l'influence de la chaleur, de la pression ou de fluide, qui passe d'une forme sans passer d'une phase liquide, donc sans fondre complètement. Faut comprendre ici que c'est vraiment des effets qui ont rapport avec une pression, un compactage ou un changement de température dans les conditions de la roche. Type de roche, exemple ici, on va passer d'un shale à un gneiss, donc on va passer dans ces différentes étapes-là en fonction de l'augmentation du métamorphisme. Donc, on peut partir d'un shale qui se fait transformer en un slate, en une philite, un schiste, en un gneiss, en fonction du degré de température élevé et de niveau de pression plus élevé. Donc, comme mentionné ici, la roche métamorphique est créée par des altérations physiques ou chimiques de la roche, qui était initialement ignée ou sédimentaire. Donc, surtout, ce qu'il faut retenir, c'est une métamorphose en fonction de la chaleur et de la pression intense qui peut influencer la roche. Exemple ici encore des roches métamorphiques avec, sur le côté ici à gauche, on parle de conditions de température et pression plus faibles à des conditions de température et pression plus élevées. Et aussi, ce qu'on va voir dans une prochaine leçon, tout ce qui a rapport aux textures structurales, une augmentation de la foliation de la roche en partant de conditions de température et de pression faibles à des conditions plus élevées. Donc, on peut voir ici le slate ou shale. Shale étant ici le protolithe étant la roche initiale, donc la roche initiale soit sédimentaire ou ignée, et sa version métamorphique suite à la transformation. Donc, un shale, une roche métamorphique, une roche sédimentaire initiale peut se transformer en slate. C'est la même condition, la même composition. On peut juste voir une transformation physique, donc un débitage dans la roche, un débitage structural qui se fait en fonction du clivage naturel de la roche, ce qu'on va voir dans une prochaine leçon. Un shale peut aussi se transformer au fur et à mesure que la température et la pression augmentent en une philite. Donc, la différence entre une philite et un slate, on peut voir ici un niveau de flocon, de floconnage encore plus élevé. En anglais, ils appellent ça un wrinkled. Donc, c'est un clivage qui est encore plus affecté. Shale peut ensuite, dans des conditions encore plus extrêmes, se transformer en schiste. Donc, un développement de foliation plus élevé. Et finalement, un shale ou une roche ignée peut se transformer en gneiss dans des conditions extrêmes avec des températures et des pressions plus élevées. Donc, un gneiss peut découler d'une roche sédimentaire qu'on va appeler un paragneiss et un gneiss d'une roche ignée. Ici, on peut voir les équivalences aussi de roches sédimentaires, les grès et les calcaires, donc non foliés, et leur version métamorphique. Donc, le sandstone ou le siltstone va se transformer en quartzite et le calcaire va se transformer en marbre. Distribution des roches métamorphiques au Québec, on peut voir une distribution quand même assez importante. Donc, on peut voir aussi leur distribution le long du front du Grenville, donc le long où il y a eu plus de changements de conditions, comme on avait vu la semaine passée, des structures intenses, tout ce qui peut faire
des conditions plus chaudes et sous des pressions plus élevées. Les roches métamorphiques les plus communes au Québec, donc le gneiss granitique, on comprend que son protolithe ou la roche initiale mère était le granit. Un gneiss tonalitique provenant d'une tonalite, une migmatite provenant de n'importe quelle sorte d'intrusion, mais c'est une question de structure et de température qui va causer cette formation-là. Et origine sédimentaire, les paragneiss et les marbres. Donc ici, plus zoomé in, les roches les plus communes métamorphiques, les quartzites, les slates, les marbres, gneiss, les schistes et la serpentinite. On va passer maintenant, là on a juste passé au travers les 3 types de roches, donc roches ignées, sédimentaires, métamorphiques. On va passer à leurs différences en composition et texture. Donc, si je reprends tout ce qui est roches ignées intrusives, se forment dans des environnements naturellement isolés. Donc, ce sont des mauvais conducteurs de chaleur et les minéraux se cristallisent lentement. Donc, formation de gros cristaux visibles. Donc, ce sont des roches, comme on a mentionné, qui se forment à des profondeurs plus importantes, avec une cristallisation plus lente. Donc, cristallisation plus lente veut dire formation de plus gros cristaux, donc visibles à l'œil nu. Contrairement aux roches qui sont ignées extrusives, qui se forment à partir du refroidissement plus rapide du magma ou de lave, plus près de la surface, les minéraux vont cristalliser de façon plus rapide et ce qui empêche la formation de gros cristaux. Donc, ce qui empêche aussi de voir les cristaux à l'œil nu et ce qu'on appelle, nous, une granulométrie à grains très fins à grains fins. On reprend un peu ici le cycle, la formation des roches, comme on a vu la semaine passée, pour voir les différences entre les deux. Tout ce qui est magma en profondeur qui vont remonter dans ce qu'on appelle des dikes ou des cils étant parallèles aux couches, donc horizontales, des dikes recoupant les couches, donc plus subverticales à verticales. Tout ce qui vient de roches du magma qui vont être formées à partir d'éruptions volcaniques et tout ce qui va être formé à partir d'intrusifs, patholites, etc. Donc ici, juste pour reprendre une roche extrusive, une image parle sans plus d'explications, tout ce qu'on appelle éruption volcanique, cendres, etc. Toutes les roches qu'on a mentionnées, roches ignées, sédimentaires et métamorphiques, peuvent être aussi sous-classées ce qu'on appelle felsiques, intermédiaires, mafiques et ultramafiques. On peut voir ici que toute leur composition et texture est vraiment 100% dépendante des conditions, les températures, et de plus haute température à plus faible température, les formations qu'on peut trouver et les cristallisations. Ce qui s'appelle la série de Bowen. Donc, on voit tout ce qu'on appelle roche felsique, que ce soit intrusif ou volcanique, donc leur équivalent, granit, rhyolite, se situe ici à la base. Ce sont les derniers à cristalliser. Et ce sont celles qui sont surtout composées de quartz, de feldspath potassique et de mica, surtout muscovite et biotite. Par la suite, les roches intermédiaires, l'équivalent intrusif et volcanique, la diorite et l'andésite. On peut voir ici que se forment ici, ce sont les avant-dernières à se former, et on peut voir que leur proportion en quartz, mica, muscovite et feldspath riche en potassium est plus faible, d'où le nom intermédiaire. On remonte aussi par les gabbros. Les gabbros, leur équivalence intrusif et volcanique, les roches
gabbro et basalte, donc leur équivalence intrusif et volcanique, se situe ici, donc plus riche en minéraux plus sombres qu'on appelle pyroxène, amphibole, biotite dans les micas, et les feldspaths riches en sodium. Et finalement, entre les mafiques et les ultramafiques, leur équivalence entre roches intrusives et volcaniques, soit les péridodites et les comatites, surtout composées d'olivine, pyroxène et de feldspaths riches en calcium. Donc, on va les revoir une par une avec des photos. C'est juste pour comprendre les notions felsiques, intermédiaires, mafiques et ultramafiques. Ici, j'ai mis leur équivalence en photo de roche et aussi pour qu'on puisse bien voir la différence entre leur texture. Parce que tout le côté intrusif, ce qu'on appelle, auront une texture qu'on appelle phanéritique. Phanéritique, on voit encore la forme des cristaux, comme on peut voir. Même composition à droite, mais avec des textures aphanitiques. Aphanitiques voulant dire les cristaux sont trop fins et ne sont pas visibles à l'œil nu. Donc, on est capable de les différencier directement déjà sur le terrain comme ça, sans mettre le doigt 100% sur leur chimie. On est capable de dire, en fonction de la granulométrie, si c'est une roche intrusive ou volcanique. Donc, un zoom sur ces textures. On voit très bien à gauche une roche ignée, un granit, donc la forme des cristaux, ce qu'on dit forme des cristaux, on voit très bien ici tout ce qui est grisâtre et tout ça, c'est le quartz. Avec tout ce qui est rosâtre, c'est les feldspaths potassium et les micas qu'on voit au travers. On peut voir les mêmes teintes de couleurs à droite, mais on voit que la granulométrie est beaucoup plus fine. Donc, la forme, les cristaux tels quels sont difficilement observables à l'œil nu. Donc, ce qui résulte, comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment la texture différente, c'est vraiment en raison de la vitesse de refroidissement du matériel. Donc, matériel créé en profondeur versus matériel créé en subsurface. Donc, ici, on résume ces textures. Le granit, texture phanéritique, ce qui veut tout simplement dire plus grande granulométrie, texture ce qu'on appelle cristalline, versus dans la rhyolite à droite, une texture à grains plus fins et fin à très fin. Dans les granites, la taille des grains est suffisamment grande pour être distinguée à l'œil nu. Dans la rhyolite, non. Les roches à texture phanéritique sont surtout des roches ignées intrusives, donc magma créé en profondeur qui se refroidit de façon lente versus dans la rhyolite, magma ou lave qui est créé en surface et qui se refroidit très rapidement. Donc, à gauche, formation de gros cristaux et à droite, formation de grains très fins. Ensuite, on a, en plus des grains, de la grosseur des grains, on a aussi pour différencier la composition entre felsique, intermédiaire, mafique et ultramafique, la couleur, tout simplement la couleur des cristaux. En anglais, ça s'appelle MCI ou l'indice de couleur mafique, Mafic Color Index. Donc, c'est la méthode la plus simple aussi qu'on a sur le terrain pour différencier les roches ignées dans leurs 4 sous-catégories, soit felsique, intermédiaire, mafique et ultramafique. Donc, en général, tout ce qui est mafique, ce sont des minéraux de couleur foncée dans la roche, qu'on les voit soit gris, noir ou vert. Donc, en gros, tout ce qui est roche felsique, on ne devrait pas voir plus que 15% de minéraux foncés dans une roche. Des roches intermédiaires, c'est entre 16 et 45. Des roches mafiques,
entre 46 et 85, et finalement, des roches ultramafiques devraient avoir plus, la proportion la plus importante, soit plus que 86% de minéraux foncés. Donc, c'est quand même une façon très simple de caractériser ces roches sur le terrain. Exemple ici, de la rhyolite à l'andésite au basalte. Donc, à gauche, la roche la plus felsique avec des minéraux moins foncés, de 0 à 15%. L'andésite étant intermédiaire entre les deux, on peut voir ici teinte entre les deux, avec minéraux, avec le MCI entre 16 et 45%. Et finalement, la roche mafique entre 46 et 85%. Au Québec, à travers le Québec, cette sous-catégorie-là, pour les roches intrusives et volcaniques, donc felsique, intermédiaire, mafique et ultramafique, comme je viens juste de mentionner, en fonction du MCI, on peut voir, OK, ça je vais les reprendre dans la suite, ici. OK. Donc, on va le voir à travers ce tableau-là encore. Ici, on reprend toutes les notions qu'on vient juste de parler, tout ce qui est texture phanéritique versus aphanitique. Donc, les roches intrusives, texture phanéritique, ce qui veut dire tout simplement refroidissement lent, cristaux visibles, versus les roches volcaniques, texture aphanitique, refroidissement rapide, et refroidissement rapide qui empêche la formation de gros cristaux à l'œil nu. Et aussi la notion du MCI par rapport au pourcentage de minéraux de couleur foncée, donc les felsiques, intermédiaires et mafiques. Donc, c'est la base à retenir quand on est sur le terrain pour différencier la plupart des roches communes entre les roches intrusives et volcaniques. On a en plus deux autres façons, donc texture porphyritique versus aussi des textures ce qu'on appelle vitreuses. Texture porphyritique, c'est encore des cristaux qui sont encore plus grossis, qu'on retrouve dans des basaltes, dans des andésites et aussi dans des granites. Et la texture vitreuse, c'est surtout pour des roches volcaniques qu'on appelle les obsidiennes, qui sont noirâtres, mais qui ont une texture vraiment vitreuse, et les pumices. Donc ici, c'est juste pour vous, jusqu'à maintenant, je vous ai présenté des roches format échantillon. Là, je vous présente les mêmes roches, mais format affleurement sur le terrain. Donc, un granit, roche intrusive versus une roche extrusive, la rhyolite. Donc, les deux, des roches felsiques de composition minérale felsique, voulant dire en bas de 15% de minéraux sombres, principalement composés de quartz, mica, feldspathe et principalement composés à de basses températures. Donc, à gauche, on voit l'exemple parfait d'un granit. C'est une roche felsique plutonique, une roche très dure, à grain grossier. Grain grossier, on peut dire aussi cristallin, de couleur claire, dure. Là, ce que je vous donne, c'est vraiment les caractéristiques qu'on parle quand on est sur le terrain, quand on veut décrire une roche, comment les caractéristiques qu'on utilise et qu'on énumère un après l'autre. Quelles sont leurs compositions, composition à quartz, en orthoclase, les feldspath, pourcentage de mica. Ici, ben, c'est juste pour nommer, montrer aussi que les granites sont très répandus en Amérique du Nord. À droite, on voit un exemple de rhyolite, donc des roches felsiques volcaniques extrusives, sont très pâles, de composition de grains très fins, même composition que les granites, mais c'est la granulométrie qui change. Ici, on a un exemple parfait de roches intermédiaires à gauche, des roches intrusives, donc des granodiorites, et à droite, des roches extrusives, des dacites, donc volcaniques.
Intermédiaire se réfère à des roches qui sont entre felsiques et mafiques de composition minérale, donc des couleurs plus gris pâle à gris moyen. Texture à gonche cristalline, donc grain grossier, composé essentiellement de quartz et de plagioclase, versus une texture plus aphanitique à porphyrique à droite, composition intermédiaire entre les andésites et les rhyolites. Exemple ici de roches mafiques, leur équivalence entre les roches intrusives et extrusives. Donc, les gabbros, même composition que les basaltes, mais comme on peut voir encore, c'est une question de texture et de granulométrie. Donc, les gabbros sont des roches ignées intrusives cristallines de couleur foncée, composées principalement de plagioclase calcique riche en calcium. Un gabbro typique au Québec est la labradorite et brightonite. Possède aussi des pyroxines et des olivines et des orthopyroxines. Donc, l'équivalent du basalte, mais à grains plus grossis. À droite, le basalte, on peut voir couleur foncée, provient d'éruptions volcaniques. On peut voir que c'est des minéraux de plagioclase, encore riches en calcique, donc même composition, pyroxène, olivine, mais c'est une question encore de granulométrie et de texture. L'exemple où le basalte est le plus reconnu au monde, Hawaï est composé principalement juste de roches basaltiques. Donc, les vidéos, on va revenir plus tard. Cette fois, je vais mettre les vidéos à la fin. Cycle de roche. Je reprends un peu le cycle de roche de la leçon 1. Comme on vient juste de voir, maintenant, je pense en parlant des 3 types de roches, on comprend mieux le cycle de roche. Donc, la roche ignée, qui est notre roche primaire, va former nos roches sédimentaires, suivies de changement en chaleur et pression, qui va former nos roches métamorphiques, et ainsi de suite. Donc, la liste ici qu'on peut voir, les roches typiques pour les roches primaires de façon volcanique, rhyolite, andésite, basalte. Leur équivalence de roches intrusives serait les granites, diorites et gabbros. Suivi des roches sédimentaires les plus communes, tout ce qui a rapport à grès, sandstone, calcaire, schiste, shale, etc. Après ça, suivi de tout ce qui est conglomérat, j'ai oublié, et suivi de tout ce qui est roches métamorphiques, donc les slates, les schistes, les gneiss, les marbres, etc. Si on reprend le cycle des roches, mais en prenant chaque concept, il y a 2 semaines, on les avait survolés. Là, on va prendre chaque concept et on va les expliquer selon les événements et aussi les types de matériaux. Donc, roches ignées, refroidissement des matières en fusion, sont riches en minéraux silicatés. Ça, on va le voir dans la 2e heure quand on va parler plus des minéraux. Les roches ignées proviennent de matières fondues qui sont dérivées des profondeurs du manteau. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est en plus des minéraux silicatés, sont riches en fer et en magnésium. Donc, vont former des roches mafiques et ultramafiques. Tout ce qui est magma et lave associé aux régions de croûte continentale sont enrichis en minéraux silicatés, felsiques riches en silicium et en aluminium, donc les feldspaths. Ensuite, on a l'altération de ces roches et de ces minéraux. L'eau va altérer le plus ces roches. Ce qu'on appelle l'eau est appelé le solvant universel. Donc, tout ce qui est transporté, dissous, etc., résulte de l'action de l'eau. Les intempéries et l'érosion vont
faire que les minéraux durs et durables, comme le quartz, ont tendance à résister aux intempéries et à l'érosion et peuvent être transportés sur de plus longues distances. C'est ce qu'il faut retenir de ça. Donc, ça. La prochaine étape, c'est ça, c'est exactement la durabilité du quartz. On va voir un peu plus tard dans la partie minéraux, tout ce qui est minéraux en fonction de leur dureté. Le quartz étant parmi les minéraux les plus durs. Ce qui explique aussi qu'on le retrouve un peu répandu un peu partout puisqu'il ne peut pas être dissous ou modifié. Ici, je ne dirai pas tout ça. Les minéraux, tout ce qui est minéraux dans les roches sédimentaires, donc les minéraux les plus importants, quartz, calcite et certains minéraux de fer et d'argile. Les duretés variables de ces minéraux-là vont faire les compositions variables aussi des roches sédimentaires. Tout ce qui est minéraux doux ou avec une dureté moins élevée vont être dissous, transportés par l'eau. Tout ce qui est minéraux durs vont rester intacts, ils seront transportés par l'eau et par le vent. Les processus métamorphiques, il faut le comprendre, comme on disait tantôt, c'est tout ce qui a rapport à un changement physique et ou chimique. Donc, tout ce qui a rapport à des changements de température et de pression. C'est ce qu'il faut retenir dans ça. Donc, les pressions, changement de chaleur, de pression, exposition fluide vont modifier la composition minérale des minéraux qui vont composer les roches métamorphiques. Donc, vont convertir les sédiments en roches métamorphiques et selon la transformation des minéraux initiaux, donc les plus durs versus les plus mous, exposition des roches à des fluides selon que ce soit fluide à l'eau ou à l'air, vont aussi créer des différences dans ces transformations-là. Donc ça, c'est pour le cycle complet. Je l'aime bien celui-là parce qu'il résume vraiment tous les 3 types de roches, donc roches ignées, roches sédimentaires, roches métamorphiques, mais en plus de les différencier, va montrer exactement les sous-catégories de chaque roche et comment celles-ci vont se former. Donc, c'est vraiment la figure référence pour le cycle des roches versus les types de roches versus leur granulométrie, leur texture, etc. Cette figure-là, c'est vraiment une figure qui résume tout ce qu'on vient juste de voir. On va passer aux minéraux. Les minéraux, ça, c'est souvent les gens vont parler, vont mélanger la notion de roche versus minéraux. Ce qu'il faut comprendre, en gros, c'est qu'un minéral va former une roche. Donc, une roche est composée de plusieurs minéraux. Un minéral reste un minéral. Donc, un minéral, c'est un solide inorganique d'origine naturelle, donc jamais vivant, contrairement à une roche, une roche peut être formée de solides organiques. Un minéral a un arrangement interne défini par une structure cristalline qu'on appelle. On ne verra pas ça ici en détail aujourd'hui, mais on va en présenter quelques-unes. Un minéral a une formule chimique qui varie selon sa composition et sa structure cristalline. Sur la Terre, on peut retrouver plus de 4000 minéraux qui ont été identifiés, mais il y en a à peu près une douzaine qu'on va utiliser tous les jours au Québec, jusqu'à un maximum de 2 douzaines. C'est ce qu'on appelle les minéraux communs, ce qu'on va voir aujourd'hui. Et on a aussi la sous-catégorie qui est parmi les gemmes. Donc, les gemmes, tout ce qui a rapport à minéraux, surtout associés aux bijoux. Donc, ici à droite, j'ai mis en gros les minéraux les plus communs qu'on peut retrouver au Québec. On va en passer la plupart, on va les passer de façon plus détaillée. Mais c'est pour vous montrer aussi
L'erreur la plus commune que j'entends, c'est quand quelqu'un va me parler, je ne sais pas moi, d'un minéral, la biotite. Biotite, c'est vraiment un minéral et non une roche. L'hématite, la même chose. Quartz, c'est la même chose. Une roche peut être formée d'un grand pourcentage de quartz, mais le quartz reste un minéral et c'est pas une roche. Donc, les roches sont formées de minéraux. Il faut retenir. Ici, les différences, comme on peut voir, les minéraux à gauche, donc le quartz, les feldspaths, les micas, vont aller former les différents types de roches. Donc, les roches, comme on peut voir ici à droite. Donc, les granites sont fortement, surtout composés de quartz. Les grès et les gneiss. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une roche est composée de plusieurs minéraux. Un minéral est un minéral. Donc, la grosse différence entre une roche et un minéral, une roche, c'est un agrégat dur, naturellement formé de matière minérale ou de matière pétrifiée. Les roches sont des mélanges constitués d'un ou de plusieurs minéraux qui peuvent comprendre de la matière organique ou des substances non minérales comme le gaz ou l'eau. Les roches sont ce qui compose les matériaux de la Terre et de d'autres planètes. Et le mot pierre est un autre terme aussi qu'on va utiliser comme roche. Donc, on va parler aussi, avant de rentrer dans la différence entre minéraux non métalliques et métalliques, on va parler de minéraux formés à de hautes températures et des minéraux formés à de basses températures. Donc, minéraux formés à de basses températures, ici on peut voir tout ce qui est muscovite, quartz, biotite, et plus qu'on monte vers les minéraux formés de haute température, biotite, amphibolite, pyroxène et olivine. Minéraux métamorphiques, on a des minéraux qui se forment justement à des conditions de température et de pression changeantes. Donc, les principaux qu'on peut avoir, c'est le talc, grenat, chlorite, actinolite, épidote, serpentine, tout ce qui est chrysotile, asbestos et le corindon. Là, je vais passer, comment on identifie les minéraux sur le terrain, les simples tests qu'on a pour justement les différencier. On va commencer par la dureté. Donc, selon la chimie minérale et la structure du minéral, la structure cristalline interne du minéral, chaque minéral a sa propre dureté. On peut utiliser différents tests pour essayer de les différencier sur le terrain si on ne les reconnaît pas. Les simples tests qu'on appelle de rayures. Donc, on prend des échantillons, on essaye de faire des rayures ou de définir leur dureté. Exemple, si on parle du minéral talc jusqu'au diamant, donc on a l'échelle de dureté qui s'appelle l'échelle de dureté de Mohs, donc de 1 à 10, 1 étant la dureté la plus faible, donc plus mou, vers les duretés les plus élevées, donc 10. Le talc. Ensuite, on a des éléments typiques aussi qu'on utilise, soit l'ongle, la pièce d'une scène, on va la perdre. Ça devient de plus en plus rare, mais bon. Un clou, une lame d'acier d'un canif qu'on utilise du verre et vers la fin, les minéraux entre eux. Donc, les premiers minéraux, ce qu'on appelle talc et gypse, on peut les rayer par l'ongle. Donc, c'est très mou. Donc, sur le terrain, on va juste les tester. Si on est capable de les effriter avec nos ongles, on sait qu'on tombe dans cette catégorie-là. La calcite, c'est rayé par une pièce d'une scène. Fluorite, apatite, on peut les rayer soit avec un clou ou un canif qui a vraiment une lame d'acier. Ça, on se situe à peu près à mi-chemin dans la dureté. Ensuite, quand on va passer aux orthoclases, on peut la rayer avec une lime d'acier et on peut aussi prendre l'orthoclase et si on est capable de rayer le verre, un morceau de verre,
versus le quartz. Le quartz, lui, va rayer le vert. C'est la différence entre l'orthoclase et le quartz. Ensuite, quand on tombe dans le topaz aussi va rayer le vert et le corindon va rayer le vert et va rayer le topaz et le diamant va rayer le vert et le corindon et le topaz. J'ai mis ici, juste pour information générale, leur utilisation typique. Donc, le talc est surtout utilisé pour faire la poudre de talc. Le gypse dans les plâtres. Les calcites sont souvent mélangés dans les recettes de ciment. La fluorite est intégrée dans les dentifrices. L'apatite, on les retrouve dans nos os. Tout ce qui est orthoclase et quartz est utilisé dans la fabrication du verre. À partir du topaz, on tombe dans les catégories gemmes. Topaz, gemme, corindon, rubis, saphir sont des gemmes. Et finalement, le diamant, c'est un gemme, mais aussi utilisé dans tout ce qui est industriel. Donc, ça, c'est une échelle qui est quand même importante à retenir aussi pour identifier des minéraux sur le terrain. Un autre test facile sur le terrain, c'est le magnétisme. Donc, tous les tests que je donne jusqu'à maintenant, c'est pour des évaluations de propriétés physiques et ou chimiques. Donc, le magnétisme facile, on se promène avec un aimant. Tout ce qui adhère à notre aimant, on sait que ce sont des minéraux qui sont riches en fer. Donc, bien sûr, le fer natif, fer naturellement pur sous forme minérale. Le minéral commun ici, ce qu'on peut voir, c'est la magnétite. D'autres minéraux présentant une faible attraction magnétique sont l'hématite, la goétite, chromite, franklinite, pyrrhotite et sidérite. Ça, on va le voir un peu plus en détail, tout ce qui est magnétisme et minéraux, magnétite et hématite dans la leçon aussi de géophysique, qui sont souvent utilisés pour expliquer les anomalies géophysiques. Donc, les oxydes de fer, représentés ici, l'hématite et la limonite. Les couleurs sont souvent importantes aussi quand vous roulez sur les autoroutes, quand vous voyez des roches qui ont des tendances plus rougeâtres. On sait que ce sont des roches qui sont riches en fer, versus aussi tout ce qui est des couleurs orangeâtres. C'est en rapport à l'oxydation du fer. Ici, on peut voir d'autres oxydes. Donc, la couleur, ça c'est le troisième test, la couleur du minéral, la magnétite et la pyrite. Les couleurs, chaque minéral a sa propre couleur. C'est sûr que d'une personne à une autre, les couleurs peuvent varier aussi, mais en général, on a un intervalle qui répond quand même très bien à déjà faire des sous-branchements de minéraux. La traînée, la couleur du trait est très importante aussi. Ça, c'est facile. On se promène avec une petite plaque de porcelaine et on prend notre roche. Quand on est capable de séparer le minéral, on va faire un trait vite sur notre petite plaque et ça nous aide très bien à différencier. Exemple, ici, c'est la pyrite. En gros, on sait que l'hématite va former une ligne rouge, la pyrite, une ligne brunante qui peut aller de brun foncé à verdâtre, et la magnétite qui est une ligne noire. Le trait est très utile aussi parce qu'on peut voir ici l'exemple de l'hématite. L'hématite a une variance de couleur qui peut aller du noir au rouge, comme on peut voir ici sur la photo, dépendamment du type d'hématite, mais son trait va toujours être rouge. Donc, ce qui va nous aider ici, l'erreur qu'on pourrait faire facilement, c'est que les gens vont penser, puisque c'est une couleur foncée, que ça tombe dans la catégorie des magnétites, mais la magnétite, son trait est noir. Donc, tout de suite, en voyant un trait rouge, on est capable de la différencier entre la magnétite et l'hématite. La pyrite,
donc avec son trait brun foncé à verdâtre. L'autre test facile aussi à faire sur le terrain, on se promène avec des petites bouteilles d'acide faible, d'acide doux qu'on appelle de HCl. Donc, c'est les tests d'effervescence. C'est une réaction de l'acide, donc en mettant de l'acide sur notre roche, on peut voir comme un pétillement quand elle est exposée à cet acide. Donc, c'est la calcite pétille très fortement versus la dolomite. La dolomite va pétiller, mais avec un acide qui est plus chaud, tiède à chaud. Et l'effervescence, mais ça peut être aussi la couleur, mais ça, c'est un test qui est fait en laboratoire. Donc, moi, j'aime mieux vous montrer les tests qui sont faits sur le terrain. Donc, ça, automatiquement, on est capable de différencier dans les types de calcite. La malléabilité, donc tout ce qui est métaux qu'on peut marteler pour créer un nouvel objet. C'est sûr, sur le terrain, c'est pas quelque chose qu'on va faire énormément, mais ça vient jouer aussi avec la dureté du minéral. Donc, l'or est un matériel ou un minéral qui est très malléable, donc très mou. L'exemple ici, l'or est souvent modifié en bijoux ou n'importe quel élément utilisé dans des processus industriels. Le cuivre, le fer et l'argent. L'élasticité, donc, ça le dit dans le mot, c'est tout ce qui est souple, pliable, voulant dire pas cassant aussi. Donc, exemple ici, le mica. C'est un des meilleurs exemples qu'on peut trouver au Québec. La plupart de ces minéraux vont se fracturer, briser, mais sous un choc extrême et souvent vont être plus pliables. Donc ici, j'ai résumé tous ces simples tests qu'on peut faire. À gauche, ce sont ceux qu'on peut observer, donc ce sont des caractéristiques observables. Tandis qu'à droite, ce sont ceux qu'on a besoin d'un équipement pour finaliser les tests. Donc, toutes les caractéristiques observables, soit la forme du cristal, la couleur, le clivage, l'éclat, est-ce qu'il y a un éclat métallique, non métallique, la diaphénité, donc le transport, est-ce que c'est translucide à opaque, les réfractions des lumières, les striations, le toucher du minéral, comment est-ce que c'est un doux, gras, l'odeur et le dernier, je ne le vois pas. Je pense que c'est je pense que c'est le goût. Ouais, OK. Finalement, du côté des tests qu'on peut faire avec des équipements, dureté, magnétisme, la trace du trait, la réaction à l'acide, tous les minéraux qui sont fluorescents et ou thermoluminescents, la malléabilité, l'élasticité, la densité, la phosphorescence et finalement la radioactivité. On va passer maintenant dans les notions de minéraux non métalliques versus les minéraux métalliques. Donc, les minéraux métalliques, on peut les diviser en ferreux versus non ferreux. Ferreux qui possèdent du fer, non ferreux sans fer. Les minéraux non métalliques sont sous-divisés en 4 catégories, soit les minéraux de type industrie chimique, ceux qui sont utilisés pour les matériaux de construction, les engrais et les carburants. En gros, tableau qui différencie minéraux métalliques versus non métalliques. Donc, les définitions en partant, minéraux métalliques, des minéraux qui contiennent des métaux bruts dans leur formule chimique, versus non métalliques, qui ne contiennent aucun élément métallique dans leur formule chimique. Donc, c'est quand même assez facile. On les retrouve où? Les minéraux métalliques peuvent se retrouver dans les roches ignées et métamorphiques versus les minéraux non métalliques dans les roches sédimentaires. Ça, c'est la définition sensu stricto, mais de plus en plus, des minéraux métalliques
on retrouve des minéraux métalliques dans les roches sédimentaires. Donc, je l'ai donné comme théorie, mais sur le terrain, les roches sédimentaires sont plus exclues comme elles étaient auparavant. Nouveaux produits entre minéraux métalliques et minéraux non métalliques. La façon de l'obtenir, les métaux sont extraits par la fusion de minéraux métalliques. Non métalliques, on n'est pas capable de produire aucun nouveau matériel ou métal si le minéral est fondu. Donc ça, c'est aussi quand même assez facile. La différence entre les deux, minéral métallique est un bon conducteur de chaleur et d'électricité. Ça, on va le revoir dans la leçon de géophysique. Versus un minéral qui est non métallique. Donc, ce n'est pas un conducteur, c'est plus un isolant de chaleur et d'électricité. Les malléabilité et ductilité, donc minéraux métalliques malléables et ductiles, donc ne cassent pas et sont plus durs, versus les non métalliques qui sont aucunement malléables et aucunement ductiles, donc peuvent briser et sont doux, donc dureté moins élevée. Finalement, l'éclat, éclat métallique versus sans éclat. Donc, si on commence par les minéraux non métalliques, les compositions qu'on a pour des minéraux non métalliques sont surtout composées de calcaire, dolomie, talc, quartz, mica, argile, des sables de silice, donc sable riche en quartz, des pierres précieuses, des pierres de construction, des minéraux industriels et des charbons. Des minéraux, exemple de minéraux métalliques, donc composés surtout d'éléments chimiques métalliques. Les meilleurs exemples, ceux qui sont le plus répandus au Québec, pyrite, pyrrhotite, magnétite, hématite, des minéraux de fer, l'or, calcopyrite, minéral de cuivre, sphalerite, minéral de zinc et la galène, minéral de plomb. Ici, on a un tableau pour la meilleure façon de différencier non métallique versus métallique, l'éclat. Comment un minéral va réfléchir la lumière? La première chose à observer, est-ce que le minéral est brillant? Est-ce que le minéral est terne? Est-ce qu'il a un aspect métallique? Est-ce qu'il a un aspect vitreux? Donc, on peut voir ici les différences entre éclat métallique versus éclat non métallique. Donc, l'éclat du cuivre, de l'argent, de l'or et du fer, versus les éclats non métalliques, donc perlés, vitreux, résineux, soyeux, merci. La damantine, ça ici, c'est plus qu'est-ce qui est... Oui, c'est ça, ok, je vais le chercher. Oui, merci. Dull, ça veut dire sans éclat, et waxy, cireux. On va commencer par, là, dans les minéraux non métalliques, je vais commencer par les catégories silicates et silicatés. Donc, c'est les principaux qu'on a aussi au Québec. Le quartz. On voit ici un bel exemple d'un minéral de quartz, comme on a vu dans le tableau des duretés. Quartz, c'est un minéral très dur qui se situe avec une dureté de 7/10. Minéral incolore ou blanc. Quand on a des quartz qui sont avec des couleurs, c'est qu'on sait que ce n'est pas un quartz pur, il contient des impuretés. Le quartz a une texture vitreuse et c'est commun, un minéral très commun dans les roches ignées, métamorphiques et sédimentaires, donc dans les 3 types de roches. Entre silicates communs, felsique, le quartz ici, et ici c'est un exemple de quartz non pur qu'on peut retrouver sous des formes différentes. Donc ici, les photos, c'est un quartz fumé. Le quartz se retrouve aussi dans des géodes, dans des fissures rocheuses, des variétés de semi-précieuses, semi-gemmes de quartz qu'on peut retrouver, c'est des améthystes, citrines, quartz rose et quartz fumé. Donc, le quartz fumé, c'est juste une irradiation naturelle des matériaux contenant de l'aluminium.
Le quartz fumé est souvent associé en Abitibi dans des veines de quartz or riches en or. Le chert, ici, un autre format de quartz, mais surtout dans les roches microcristallines, dans les roches sédimentaires. Donc, le quartz dans les roches sédimentaires va prendre la forme de chert, jaspe, silex, agate ou calcédoine. Le chert a été reconnu dans le passé, utilisé surtout dans tout ce qui était outils formés en pierre, les armes et des instruments aussi d'usage quotidien et dans les rituels. Donc, à travers les temps, le chert a été très important. L'orthoclase. Donc, si on passe pour les silicates, les feldspaths, tout ce qui est dans les roches felsiques, les feldspaths sont abondants, c'est un autre groupe très abondant comme le quartz. C'est des minéraux aluminosilicates, donc riches alumino, ça veut dire riches en aluminium. C'est surtout aussi des cristaux incolores ou de couleur pâle. Donc souvent, les gens auront de la difficulté des fois à les différencier entre des quartz impurs qui ont aussi une couleur plus grisante, plus opaque. Les orthoclases est un silicate de potassium et d'aluminium. Orthoclase ici, qui est aussi appelé calfeldspath pour le potassium, associé surtout aux roches felsiques. Ici, sur le côté, j'ai inclus la plupart de leurs caractéristiques. Si ça vous intéresse, de la dureté à la densité et ainsi de suite. Chaque minéral qu'on va passer au travers. Le plagioclase, Na, ça veut tout simplement dire la sous-catégorie qui est riche en sodium. Riche en sodium, elle est plus aussi associée aux roches felsiques. Et elle a la même composition de base, donc c'est un aluminosilicate, encore riche en aluminium, plus le sodium, le Na. Suivi ici du plagioclase Ca, donc même composition, mais cette fois riche en calcium. C'est un aluminosilicate qui est surtout retrouvé dans les roches mafiques, donc les roches plus sombres qui contiennent moins de quartz et de feldspath. Donc, roches mafiques, comme on a vu plus tôt, se forment à des températures plus élevées, riches en sodium. C'est bon. Le prochain, les silicates mafiques, surtout ce qu'on appelle des ferromagnésiens, riches en fer et en magnésium. Surtout associés aux roches ignées et métamorphiques, exemple ici, basalte et péridotite. Les pyroxènes, entre minéral silicaté mafique, ferromagnésien. La seule différence ici, c'est que sa composition peut varier entre le calcium, sodium, fer, magnésium et aussi son contenu en chrome, aluminium, cobalt, manganèse. Et c'est un cristaux prismatique. C'est son apparence qui est prismatique. Un autre minéral ferromagnésien, silicaté, l'amphibole. L'amphibole est surtout un cristal qu'on appelle fibreux, donc une forme fibreuse des fibres. Ici, c'est l'exemple de la hornblende, donc un élément encore riche en aluminium, calcium et sodium, surtout associé aux roches métamorphiques. Finalement, les silicates de type mica, felsique. Un mica felsique est une muscovite. Les micas sont les minéraux argileux silicatés en arrangement. Ils ont un arrangement cristallin en forme de feuilles, comme on peut voir ici des superpositions de feuilles. Ces feuilles, on peut les défaire avec nos ongles. On peut voir que ces feuilles vont se former sous forme de le clivage naturel de la roche, donc vont se débiter en minces couches. La muscovite est une variété felsique du mica, donc on peut voir une couleur plus claire. Ici, une espèce de gris argenté, surtout présente dans les roches ignées et métamorphiques.
Un exemple de silicate, le mica mafique, c'est la biotite. La biotite ici, surtout reconnue comme un minéral foncé qui se dépite en feuilles ou en flocons, se retrouve dans les roches ignées et métamorphiques. Un exemple, là on va passer aux minéraux métalliques. L'or étant tout seul dans sa classe, l'or, composition chimique AU, on peut voir ici un bel exemple d'un de cristaux d'or dans une veine de quartz aurifère. La dureté de l'or c'est un minéral très mou, 2,5 à 3, donc pas très résistant aux changements de température et ou de pression. On va passer aux minéraux métalliques dans la série sulfure de fer, donc composé de fer et de sulfure. Le principal est la pyrite. La pyrite, c'est le sulfure le plus répandu au monde. On peut voir ici la pyrite composée principalement de minéraux qu'on appelle cubiques. Donc, la forme du minéral va nous aider aussi à différencier, en plus de son trait. Sa dureté est de 6 à 6,5, donc quand même assez dur. Son lustre métallique, couleur jaune à jaune brasse. Différencier ici, j'ai fait exprès de mettre, on va commencer par l'or. On voit ici sa teinte qui est plus jaunâtre à la pyrite et ce qui a longtemps été appelé la pyrite, l'or des fous. Donc, je vous ai fait un tableau pour différencier entre les deux. Ça se distingue quand même assez facilement. Donc, l'or étant plus jaune laiton, les jaunes plus brunâtres versus jaune doré de l'or. La pyrite, c'est moins malléable, donc les morceaux vont se casser, vont se briser sous la pression, tandis que l'or, ayant une dureté, comme on peut voir ici, beaucoup plus faible, est plus mou et va plier sous la pression. La couleur du trait, le pyrite est une espèce de brun foncé à verdâtre versus l'or qui va toujours rester jaune. La densité, l'or est beaucoup plus dense, beaucoup plus lourd. Et finalement, le lustre entre les deux, la pyrite va souvent avoir un lustre métallique, mais terni, moins éclatant, tandis que l'or va toujours avoir un lustre métallique sans ternissement, donc toujours éclatant. Donc, les caractéristiques principales pour ne pas tomber dans l'or des fous. On va suivre avec les sulfures de cuivre, fer. Donc, l'exemple parfait au Québec, c'est la chalcopyrite. C'est un important minéral de cuivre, donc formé de cuivre, fer et de soufre. Dureté entre 3,5 et 4. Couleur jaune, jaune-orange, plus jaune, jaune-orange. Le trait, un trait plus verdâtre à noirâtre. Sulfure de zinc, exemple parfait au Québec, la sphalerite, et qui est formée de cristaux parfaits dodécaédriques, voulant dire en 6 directions. Dureté moyenne, faible à moyenne, 3,5 à 4. Trait blanc à jaunâtre. Et ce qui différencie, qui est une autre façon aussi, je sais, j'en ai pas beaucoup parlé, mais l'odeur. La sphalerite en est un minéral où on va sentir une odeur de soufre ou ce qu'on appelle aussi des odeurs d'œufs pourris, le soufre. La galène est un sulfure de plomb. Cristaux, elle a aussi des cristaux cubiques, mais ce qui la différencie avec la pyrite, c'est aussi son trait. Son trait est plus gris à noir. Sa couleur est plus argentée et aussi sa dureté est plus faible que la pyrite et sa densité est beaucoup plus élevée que la pyrite. Oxyde de fer, les deux oxydes de fer les principaux au Québec, magnétite et hématite. Ici, on voit l'exemple de la magnétite. On voit que c'est une roche très magnétique, comme on peut voir en haut la broche qui est naturellement attirée par la roche. Le trait de la magnétite est noir,
sa couleur étant plus noirâtre à argenté, gris argenté, et avec une dureté entre 5 et 6,5. Versus l'hématite. L'hématite, oui, l'hématite, si je reviens à tantôt, on disait un trait rouge. Donc, la caractéristique principale entre la magnétite et l'hématite, c'est vraiment la couleur de son trait. Sur le terrain, c'est la façon la plus facile à la différencier. Et voilà. Donc là, on va passer à quelques vidéos pour résumer le tout. Donc, la différence, on va commencer par les 3 types de roches. Scientists are always looking for ways to put things into categories, and rocks are no exception. Rocks are solid masses occurring naturally as part of our planet. As it turns out, rocks can be put into 3 fundamentally different types: igneous, sedimentary, and metamorphic rock. This lesson will identify and describe these 3 types of rocks. Let's start with the igneous rock. Igneous rocks, for example basalt and granite, are crystalline solids that form directly from cooling magma. All right, that's fine, but what is magma and what is its source? Magma is molten rock made by the partial melting of rocks in the Earth's interior under conditions of high temperature and high pressure. As rock melts, it becomes less dense and rises towards the Earth's surface. Magma that reaches the Earth's surface is called lava. Most lava flows are quiet, but some can be violent, such as the eruption of Mount St. Helens back in 1980. Igneous rock that forms at the surface of the Earth is referred to as extrusive or volcanic rock. These are named after the fire god Vulcan. Basalt is a good example of extrusive igneous rock. Igneous rock formed before it reaches the Earth's surface is named intrusive or Plutonic, after the god of the lower world, Pluto. These rocks cool over long periods of time and thus develop large crystal structures, as we see in granite. Some intrusive rocks are subsequently exposed to the surface, but only after uplifting or erosion of the Earth's surface. Otherwise, they would remain buried. While igneous rocks make up the bulk of the Earth's crust, they're often covered by relatively thin sheets of sedimentary rock. As the name suggests, sedimentary rock is formed from sediments or debris transported by liquid, water, ice, or wind and become compacted and cemented together. Sedimentary rocks are secondary rocks as they are formed from the accumulation of small pieces of pre-existing rock, that is, parent rock. Now there's two main types of sedimentary rocks based on the source of the sediment. Sedimentary rock can form as solid particles from weathered rocks. These particles are called detritus. And detrital sedimentary rocks are accumulations of detritus. Therefore, the source of sediment for detrital sedimentary rocks is weathered rock from another form. For example, particles of sand from other rocks can form sandstone, and mud can form shale, which is the most common form of sedimentary rock. Chemical sedimentary rocks are derived from material carried in solution to lakes and oceans. Under certain conditions, the dissolved material precipitates out of solution and thus settles to the bottom. Precipitation may occur due to physical processes such as evaporation or through living organisms. For example, limestone is the most abundant chemical sedimentary rock, and it's typically formed when calcite precipitates due to evaporation. Calcite is produced by living organisms to form shells which can, in turn, form sedimentary rocks. Now, interestingly, 90% of limestone is of this biological origin. Much like a caterpillar can morph into a beautiful butterfly, rocks can morph into different rocks. Now, in this context, metamorphism is the transformation of one rock into another.
Like sedimentary rock, metamorphic rock is a secondary rock. Metamorphic rocks are formed from pre-existing igneous, sedimentary, and even other metamorphic rocks. In short, any rock can become a metamorphic rock. How does this happen? Everything on Earth, including rocks, tends towards what we call a stable state, that is, its lowest energy. Environmental change can cause rock to become unstable. Well, for example, rocks that become buried deep under the earth are under tons of earth and exposed to increased temperature and pressure. And common metamorphic rocks include slate and marble. Can you name some minerals off the top of your head? You likely came up with things like gold, silver, copper. These are all correct, but there are many more minerals on Earth, over 4,000 in fact. To understand what makes a mineral, we need to understand the basic requirements that categorize them as well as their properties. In order for something to be a mineral, it must first meet 4 criteria. First, all minerals are solid. So while water may contain minerals, water itself can't be a mineral because it's liquid. Minerals are all naturally formed. This means they can't be manufactured in a lab. Synthetic gems like cubic zirconia are therefore not minerals. All minerals have a unique and specific chemical composition. This is like the DNA of the mineral. It's what makes the mineral different from other minerals. Lastly, all minerals have a crystalline structure. Minerals are some of the most beautiful substances on Earth because they are always arranged in an orderly geometric pattern. Minerals of the same type always have the same geometric arrangement of their atoms. Minerals are classified by their chemical composition and crystal structure. These two features occur on a microscopic level, but we can see them in other ways because they determine a mineral's observable physical properties. In other words, what appears to us on the outside is determined by what's on the inside. The 7 physical properties of minerals are crystal form, hardness, fracture or cleavage, luster, color, streak, and density. Let's see how each one helps identify a mineral. Crystal form is the outward expression of the orderly arrangement of atoms inside the mineral. What you are seeing is the actual arrangement and structure of the atoms in that mineral. For example, look at some everyday table salt, which is a combination of sodium and chlorine. Normally, what you see is a salt cube, but if you were to break this cube down into smaller parts, it would simply break into smaller and smaller cubes because that is how the atoms are arranged. Hardness is how resistant a mineral is to scratching, not how easily it breaks. Hardness depends on the bonds within the mineral, so the stronger the bonds, the harder the mineral. Mineral hardness is measured on the Mohs scale of hardness, which compares the hardness of different minerals. Diamond is considered the hardest mineral, so it's a 10 on the Mohs scale of hardness. Talc has a very weak bonds between its atoms, and so it's a 1 on the Mohs scale of hardness. If it helps, you can think of the hardness of talc in relation to the hardness of your fingernail, which is about a 2.5. Fracture and cleavage describe how a mineral breaks. Some minerals break very nicely along smooth planes, and this is called cleavage. Minerals that break this way do so because their atoms are arranged so that they break apart from each other along these planes. Mica is an example of a mineral that has cleavage. If a mineral fractures, it breaks in uneven ways that are not flat or parallel. Again, these minerals break like this because that's how their atoms are arranged. Luster is how reflective a mineral is. Minerals are usually either classified as having metallic luster, which is very shiny or reflective, or non-metallic luster, which is not shiny and is very dull. Some minerals can be identified by their color, but some minerals such as quartz come in many colors. Streak is often a better way to identify a mineral, which is the color that shows up when a mineral is scraped across an unglazed porcelain plate. However, minerals with non-metallic luster all have a white streak, so this is really only helpful for minerals with a metallic luster. Finally, the density is how tightly packed the material of the mineral is.
Minerals that are more dense have more tightly packed atoms than those that are less dense. Minerals are in just about everything. That computer you're using is full of them. Do you have any jewelry? All of those stones and the gold or silver that they are made of are minerals. The copper wiring in your house, the nails holding your pictures on the wall? Yep, those are all minerals. Precious stones and gemstones are things that you are likely quite familiar with. They are rubies, diamonds, emeralds, and the like. Metals like gold, silver, copper, lead, iron, zinc are extracted from ore, and the process of extracting these minerals is called metallurgy. They say that a diamond is a girl's best friend. Rubies, sapphires, and other precious gemstones are also popular ways to impress a lady. Mankind has always been infatuated with rare crystals. Diamonds in particular have become a symbol of love and commitment. Young ladies can't wait to show off when they get a big shiny rock from the groom-to-be. But should we really be using the word rock to describe a diamond? You may have heard the phrase rocks and minerals at some point in your science schooling. The reason we say rocks and minerals is because they are two different things. Rocks are not minerals, and minerals are not rocks. As we'll soon discover, diamonds are actually minerals. Some people are under the false impression that minerals are things we eat, as in the phrase essential vitamins and minerals. But really, minerals encompass a broad range of natural substances, some of which you eat, some of which you forge into tools, and some of which you give to your future spouse. Let's talk about the differences between rocks and minerals so we can get all our facts straight. We'll start right now with minerals. A mineral is a solid, inorganic, naturally formed substance that has a crystalline structure and specific chemical composition. I know that's a lot to take in, so let's break down this definition piece by piece. First of all, minerals are solid and formed naturally in the earth. Natural solids can be familiar things like sand, granite, salt, and wood. Our definition says that minerals are inorganic, which means that they do not consist of tissues from living things. So that means that wood is not a mineral. It also says that minerals have a crystalline structure. That means that the component atoms of the substance have a repeating three-dimensional arrangement. This is a picture showing how the atoms of salt are arranged. Salt is also called sodium chloride because it's made of two types of atoms, sodium and chlorine. The sodium and chlorine atoms are put together in a very specific three-dimensional lattice that repeats over and over until you get to the end of the salt crystal. Yes, it's a crystal. I know you typically don't think of salt as being a crystal, but it is, and so is sand. Sand is just tiny chunks of quartz crystal made by a pattern of silicon and oxygen atoms. What about our last substance, granite? It's solid, it's formed naturally in the earth, it's inorganic. But does it have a specific chemical composition? Does it have a regular, repeating atomic arrangement? No. Granite may be made up of minerals, but it's not a mineral itself. It's a rock. A rock is a solid, inorganic, naturally formed substance without a particular atomic structure or chemical composition. It's probably easier to just remember that rocks are made up of two or more minerals. Examples of rocks include granite, limestone, marble, pumice, obsidian, sandstone, shale, and slate. Each of these rocks consists of several different minerals, which are mixed up inside the rock through a variety of geologic processes. Let's take granite for example. Granite is mostly composed of three minerals, quartz, feldspar, and mica. Each of these minerals can be found alone in nature, but here they are mixed up inside of the rock. Sometimes you see large chunks of one of these minerals inside of the granite, but when you take the stone as a whole, you have to call it a rock. Other rocks are much finer grained than granite, so it's not easy to spot the different minerals. Slate is a rock that was made from clay, and clay is composed of tiny, tiny particles. Those particles can be minerals like quartz, pyrite, apatite, muscovite, feldspar, kaolinite, biotite, tourmaline, the list goes on. But you can't see these minerals inside of a slate rock. The slate looks all the same color and texture. Still, it's not a mineral because it has no regular atomic structure or chemical composition. Rocks are made of minerals, and minerals stand alone. Another way to distinguish between rocks and minerals is by their classification systems. It makes sense that they would be classified differently since they're different things. But many students get confused. They try to describe a rock as though it were a mineral,
or describe a mineral as though it were a rock. At the most basic level, rocks are classified by the geologic processes that form them. The three main groups are igneous, metamorphic, and sedimentary rocks. Minerals are not classified this way. You can't say that quartz is igneous because it's not even a rock. Minerals are classified by their properties and chemical classes. Chemical classes of minerals include groups like silicates, sulfates, and carbonates. We group the minerals based on the atoms and chemical bonds that make them up. Silicates include minerals like mica and feldspar. Carbonates include calcite and dolomite. Some minerals, called the native elements, have only one type of atom. These include copper, gold, and silver minerals. Scientists also classify minerals by their properties, like density, hardness, color, fracture, luster, cleavage, and crystal habit. Crystal habit describes the way minerals form three-dimensional shapes based on their atomic structure. You may know that carbon atoms make up the fragile mineral graphite. Graphite is used in pencils because it is so soft it makes an excellent substance for marking on paper. Graphite can shed off pieces of itself because its carbon atoms are arranged in parallel sheets. These sheets of connected atoms slide off from each other and allow us to mark our paper with the mineral graphite. But carbon atoms can be arranged in a completely different way, a sturdy, three-dimensional lattice that is nearly impossible to cut or break. This form of the carbon mineral is called diamond. It's composed of exactly the same atoms as graphite, but because of its crystal structure, it's the most durable and indestructible gemstone of all. It is this durability that inspires us to use diamonds as a symbol of love and commitment. So next time you're admiring diamonds at the jewelry store, be careful not to call them rocks. Instead, you should call them carbon-based minerals with a 3D atomic lattice. That will really impress your husband or wife-to-be. Fool's gold is an expression used to describe the mineral pyrite, sometimes called iron pyrite. The name fool's gold comes from when novice gold prospectors mistook tiny pieces of pyrite for gold when panning for it during old mining days. However, on close inspection, the mineral really looks nothing like gold, and I suppose that's why they were considered fools. Pyrite is a metallic mineral that is composed of iron and sulfur atoms bound together in a ratio of 1 iron to 2 sulfur, and it is arguably the most abundant sulfide mineral on Earth. The name pyrite comes from pyrite lithos, which in Greek means stone which strikes fire, in reference to the tendency of the mineral to spark when struck against steel. In fact, pyrite was used for that purpose in early flintlock rifles. The mineral is found in many sedimentary rocks such as limestone, shale, and coal, as well as in metamorphic rocks like schist. It is a very common mineral in ore deposits, where it is found along with other metal-containing minerals, including gold, and yet pyrite is not mined for its iron, as the metal is difficult to extract from it. In some rocks, usually shale, pyrite forms pyritized fossils, where the pyrite replaces shell material inside the fossil. An example of pyritized fossil is shown in this picture of a cephalopod fossil. Pyrite rates a hardness of 6 to 6.5 on Mohs hardness scale, the scale used by geologists to describe a mineral's resistance to being scratched. For comparison, quartz has a hardness of 7, diamond has a hardness of 10, and gold has a hardness of 2.5. Pyrite has a brassy yellow color, but it does not look as bright yellow as gold. It also sometimes displays greenish-black streaks. If pyrite is ground into a powder, its color appears greenish-black, while powdered gold is still yellow. Pyrite crystallizes from iron and sulfur-bearing water solutions, sometimes heated, in which there is very little free oxygen. In chemistry, that's known as a reducing environment. Bacteria may also be found in some pyrite deposits, particularly in shale. When the mineral forms crystals, they can assume a number of possible shapes. One common form is a cube with 6 square faces, as shown in this picture of pyrite crystals in schist. Another form is an octahedron, which has 8 triangular faces. A common form is the pyritohedron, a 12-sided crystal named after the mineral pyrite. Each pyritohedron has 12 pentagonal faces, as depicted in this picture.
Pyrite can also form combinations of these shapes or lack any visible crystal forms and occur as irregular grains spread out through a rock. Pyrite can also fill in gaps in shale layers to form radiating growths called pyrite suns or pyrite dollars, as shown in this picture. Whether in crystal or massive form, pyrite has a metallic luster. However, because the mineral does react chemically in air, it often has a dull or tarnished appearance. Because pyrite is often found near gold, gold atoms can substitute for the iron atoms in pyrite's atomic structure. Accordingly, some gold deposits do contain pyrite that contains several tenths of a % of gold in it. That likely is the source of the confusion between the two. However, it hardly makes pyrite as valuable as pure gold. Nickel also substitutes in the structure, forming a closely related sulfide mineral called bravoite. When pyrite-bearing rocks are exposed to the elements, the mineral reacts readily with oxygen and water to form new iron oxide and sulfate minerals, as well as sulfuric acid. That chemical reaction causes the acid mine drainage that is a common problem in mining regions, including metal and coal mines. An example of acid mine drainage is shown here. The iron oxidizes in the water, not the sulfuric acid, are what color the drainage orange. On the other hand, that same chemical reaction has been used in commercial-scale sulfuric acid production since the 15th century. Pyrite is also used to make sulfur dioxide, which is used to bleach paper and in other industrial applications. Some of you may own marcasite jewelry. It is actually pyrite that has been cut or faceted and polished. Just to confuse matters, the jewelry shares the same name of another iron sulfide mineral, similar to pyrite, that is not used for jewelry because it oxidizes more quickly than pyrite. Maybe fool's marcasite is a better name. Donc là, on serait rendu à la période de questions. S'il y a des questions. Oui, ce qu'on peut faire pour se donner une chance, juste descendre dans la barre en bas et cliquer ici. Oui, chat en haut. Oui. On va voir. Je vais laisser quelques instants voir si. Oui. C'est parfait. Ouais, c'est bon. Merci. Donc, nous allons conclure encore une fois. Si jamais les gens ici l'écoutent en différé et que vous avez des questions, vous pouvez toujours me les envoyer à info@commercial-iddpnql.ca. On va s'assurer de les acheminer à Francine pour y répondre et ce sera adressé dans la présentation suivante pour être certain qu'on laisse personne derrière. Donc, encore une fois, les webinaires vont être disponibles sur la chaîne YouTube de l'IDDPNQL. On a juste un petit délai de production, mais ça va être en ligne si jamais vous voulez le réécouter encore une fois et parfaire votre compréhension des rochers minéraux pour ce point-ci. Sinon, on se dit à dans 2 semaines. Encore une fois, un jeudi à 9 h. C'est un rendez-vous. Bonne journée. Merci.